Et comme d'habitude, ça commence, enfin on vous ramène à ce passé de la haine. Est-ce que vous en avez marre qu'on vous parle de la haine de Kassovitz ou c'est quelque chose que, voilà, qui a été tellement important pour vous que vous l'acceptez? C'est drôle de revoir j'avais jamais revu cette émission. C'est ma première télévision. Non, ça fait partie de ma vie, c'est une partie importante de ma vie. Après, bon, il faut passer à autre chose, mais j'en suis tellement fier. Le film est devenu culte pour tellement de générations et pour tous les ghettos du monde, bizarrement, puisque la violence, la tristesse, tout ça, c'est un peu la même partout. Les rues se ressemblent énormément. Mais non, c'est un très très beau film et qui continue de parler à des générations qui est encore d'actualité. Quand on le voit, on a l'impression que ça a été tourné hier. C'est un problème réel, social, très compliqué. Donc, si ça peut aider les gens à mieux comprendre tout cela, non, c'est très fier de ce. Mais vous parliez de ghetto. Roche Dizem m'a dit qu'il était passé des rôles de dealer à celui de président de la République, mais c'est rare. Est-ce que pour sortir de ce ghetto auquel on cantonne souvent les acteurs arabes, il fallait s'exiler aux États-Unis, ou vous pensez qu'en France, vous auriez été cantonné, peut-être même pas seulement au rôle d'arabe, mais au rôle d'arabe de banlieue, de cité? Ben oui, je pense qu'en général, en France, on met les gens souvent dans des cases. Quand tu démarres en pin-up, eh ben, tu finis en pin-up, c'est très difficile. Mais tout le challenge est là, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est comment tu changes le truc. Et sinon, tu es un peu routinier, etc. Tu veux travailler dans un bureau, c'est un peu la même chose. Donc, c'est les challenges, et c'était un vrai challenge. J'arrive toujours pas à y croire, en fait, quand je me lève le matin, je me dis, waouh, mais avec la foi, avec le travail, avec la passion, avec le talent, avec les rencontres. Et puis voilà, tu montes une marche, une deuxième, une troisième, et puis... Et c'est pas fini. Et puis c'est le début, le meilleur reste à venir. Et Nora, votre regard sur Saïd Taghmaoui? C'est toujours un peu impressionnant de vous rencontrer. Mais moi, j'ai l'impression que même aux États-Unis, vous n'avez pas encore eu le rôle que vous méritez. J'ai l'impression que vous faites toujours un peu les mêmes rôles. Souvent, c'est des méchants. Souvent, c'est des films d'action. Est-ce que vous n'attendez pas aussi un rôle où on pourrait enfin vous découvrir autrement? Alors d'abord, l'important quand on est acteur, en tout cas pour moi, c'est de travailler. Le danger, c'est pas les rôles de méchants, c'est les stéréotypes et les clichés. C'est ça qui sont... Mais les rôles extrêmes, c'est formidable. On va pas reprocher à Robert De Niro de faire le psychopathe ou Taxi Driver ou l'affranchi. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est quelle forme ça prend. Après, il faut faire quelques sacrifices dans la vie. Tu te dis, tiens, c'est peut-être pas le plus beau rôle du monde, mais ça va me permettre de rebondir. Et donc, tu apprends ton métier, tu rencontres des gens. J'ai quand même été capable très rapidement de faire quelques rôles de terroristes très intéressants. Des terroristes dramatiquement... Votre filmographie est super. Non, mais presque même tragédie grecque, etc. Genre vraiment intéressant. Avec une vraie profondeur où on creuse le personnage, etc. On n'est pas dans le cliché encore. Parce que c'est ça qui est vraiment dangereux. Ensuite... j'ai fait des trucs de super-héros aussi formidables avec G.I. Joe ou dans Wonder Woman. J'ai fait des films historiques incroyables comme celui-là qu'on voit à la télé. Enfin, non mais Saïd, c'est parce que... Non mais vous n'avez pas encore fait un rôle dans un Woody Allen ou dans un Amos Kollek. Oui, mais c'est pas une obligation. Moi j'aimerais bien. Mais il tourne en Europe. C'est perso en fait. C'est pas une obligation. L'important c'est de rencontrer un rôle c'est de l'honnêteté en fait la base. C'est de se dire tiens je peux apporter quelque chose à ce personnage. Oui, mais Saïd, c'est vous qui avez placé la barre très haut, moitié sérieusement, mais oui. Par plaisanterie, vous dites je m'arrêterai pas avant l'Oscar. Donc on se dit, l'Oscar, ça passe par des rôles encore le cran au-dessus, même si c'est important mais de ça peut travailler. être une comédie aussi. Ouais. Ça peut prendre toutes les formes, en fait. Donc ça prend encore un peu plus de temps. Je n'ai que du respect pour Saïd Taghmaoui, vraiment que du respect. C'est Mitterrand qui dit on ne peut rien contre la volonté d'un homme. Il s'est inventé sur mesure une carrière. C'est quand même fou d'imaginer qu'il a été plus simple de faire la chose la plus compliquée, c'est-à-dire changer de langue, changer de pays, changer de culture pour réussir, plutôt que de rester en France, faire des films de banlieue jusqu'à la fin de ses jours. D'abord, il est encore jeune. Charles Bronson a commencé à 52 ans, ou 49 ans, dans Il était une fois dans l'Ouest. Je pense qu'il a effectivement toute sa carrière devant lui. Il aura l'Oscar, s'il le veut, il l'aura. C'est beau. Saïd Taghmaoui a toujours eu ce qu'il voulait. Même si je le et surtout... Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est bien joli de regarder les solos de guitare, mais ce qu'on voit pas, c'est les milliers d'heures qu'il a passé à faire du solfège, à faire des accords et à faire des gammes. Et je sais que c'est un énorme travailleur, qui d'ailleurs est très modeste et très humble. Il ne fait jamais de bruit, etc. Il se concentre sur ses films. Il n'y a chez lui aucun cynisme. Il n'y a que de l'énergie. Moi, j'ai tout à fait confiance dans la suite de sa carrière. On garde tout ça, on garde tout ça. Regarde, alors, on y revient. Quand je dis que ça prend du temps et que c'est pas un sprint et un marathon, et que ça prend beaucoup de temps. Le prochain film qu'on va tourner, c'est dans 2 semaines au Maroc, et on arrive, c'est l'adaptation d'un livre exceptionnel de Osborne qui s'appelle The Forgiven, et donc dans le casting, il y a Jessica Chastain, Liam Neeson et Ralph Fiennes. Et voilà une info. On peut venir sur le tournage ou pas? Ah oui, Jessica. Oui, génial. Isabelle. Tout doucement, mais ça prend du temps, et il faut faire naître le désir chez tous ces grands metteurs en scène. En arrivant dans le studio,
Et aujourd'hui, j'ai vu des photos formidables. Il y avait Lino Ventura, il y avait Jean Gabin. Mais ils sont où tous ces gens aujourd'hui? Ils sont morts. Qui sont là? Ils sont morts. On est d'accord. Mais où est l'alter ego? Où est leur alter ego? C'est aussi une émission d'information. On essaye d'être sur le coup. l'ami de Yann. Sandrine. Qu'est-ce que vous pensez d'un film comme Les Misérables, par exemple? Alors, Les Misérables, je l'ai vu aux États-Unis puisque je suis membre de l'Académie des Oscars et donc je dois aller voter et je regarde tous les films. Et c'est des heures de travail. On parlait de travail tout à l'heure. C'est des heures et des heures de travail. Je connais Ladji, il vient, je l'ai rencontré à Los Angeles, c'est un ami. Je trouve que ça fait avancer les choses. J'ai pas trouvé que c'est le meilleur film au monde sur le sujet, mais ça c'est le cinéaste, c'est l'acteur qui parle, c'est le professionnel. Mais j'ai trouvé que c'était quand même du bon côté de la force. Après, cinématographiquement, j'aurais d'autres choses à dire parce que j'écris moi-même et que j'aime profondément le cinéma et que j'ai une ambition très forte par rapport à tout cela. Isabelle, une carrière à l'étranger. Est-ce que vous avez envisagé, ou est-ce que vous envisagez maintenant, une carrière à l'étranger? Votre diction en anglais, ça doit être mortel. Je pense qu'ils vont être complètement amoureux de vous. Oui, non, il faudrait que je le fasse en Allemagne, parce qu'en Allemagne, par contre, je le dis très bien. Mais ce qu'on peut faire avec Isabelle en Amérique, c'est adapter ses pièces en anglais. Et ça devient très intéressant. Elle jouerait elle-même? Après, elle le joue elle-même ou elle le donne à d'autres gens. Après, c'est elle qui décide. Je devais faire, je vous trouve très beau, le remake, là-bas. Ah bon? Et alors? Non, mais une fois qu'un film est fait, il est fait. On n'étire pas le truc. Mais j'ai l'impression quand même que le cinéma, de manière générale, vous le délaissez pour le théâtre. C'est justement parce que c'est trop long à mettre en place, qu'il y a trop d'intermédiaires, que vous qui parlez de contraintes, c'est encore plus dur. Le scénario est modifié par un producteur et tout ça. Vous avez fait 3 films, César, c'est-à-dire que le suspense du résultat du film à 14h, ça tombe. Hein. Voilà. Que vous gagnez pas. Hein, c'est comme les courses. Hein. Quand votre cheval, vous mettez de l'argent sur votre cheval, vous vous demandez s'il arrive et tout là. Moi, j'ai le cœur à Vincennes, j'ai pas le cœur à 100. Et même quand il arrive premier, j'ai du mal à m'en remettre, quoi. Pareil, là, c'est tombé, la sentence est tombée à 14h. On savait pas que ça allait aller si loin, mais que ça marcherait. Mais c'est rien que cette attente-là. Ça vous angoisse trop? Oh là là. C'est 3 ans de travail. Mais c'est la première fois que j'entends ça, l'angoisse à ce moment-là. Alors qu'au théâtre, on peut toujours rectifier. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis c'est rigolo, quoi. Puis j'ai envie de rigoler. Et puis ça vit comme un bon cuir, non, ça se tane avec le temps, ou un bon vin. Le théâtre, c'est vrai que le cinéma, c'est tellement de travail, c'est tellement violent. Si à 14h, t'as pas fait ce temps d'entrée. Mais c'est terrible. Et que t'aies gagné ou que t'aies pas gagné. Mais c'est ça. C'est la tachycardie. Saïd, j'ai 2 dernières questions pour vous. La première... Qu'est-ce qui reste de français en vous quand on s'abandonne, quand on abandonne ce qu'il y a? Est-ce que on devient vraiment un acteur américain ou il reste quand même quelque chose de l'acteur français en vous? Vous devez vous assimiler au point d'oublier. Non. C'est au contraire, c'est ce qui te rend justement ta singularité. Et c'est là-bas que je me rends compte que je suis vraiment français, puisque tout me manque. Que ce soit ma famille, que ce soit mes habitudes, que ce soit le fromage, la cuisine, enfin tout, tu peux pas imaginer. Les barricades, les grèves. Les gilets jaunes. Les insultes racistes. Donc je dors en gilet jaune. Oui, on a vu. Par solidarité, mais c'est vrai qu'il y a un truc qui se passe, c'est que tout te rappelle à ta culture, et c'est ce qui te donne cette force aussi. Et il se passe un truc, il y a un déclic, c'est le moment où tu commences à rêver dans la langue du pays. Et c'est là où tu commences à t'éloigner vraiment du truc, et tu te dis, tiens, merde, j'ai fait un rêve en anglais pour de vrai, quoi. Et tu vois que tu parles hyper couramment en anglais dans le truc, les gens te répondent, et c'est super normal. J'ai une dernière question, c'est la plus importante. Je crois que vous êtes très ami avec Mark Wahlberg, n'est-ce pas? Pas ami, c'est mon frère, c'est mon partenaire. Alors j'ai un problème personnel, j'ai une faveur à vous demander. Il se trouve que ma femme était inexplicablement amoureuse de Mark Wahlberg. Tu m'étonnes. Non, alors chaque fois qu'il apparaît, ça le met dans tous ses états. Est-ce que vous pourriez dire face caméra qu'en fait c'est un sale con? Et qu'il ressemble à rien au réveil? Au réveil, vraiment, Mark Wahlberg, c'est voilà. Parce que c'est très pénible. Je passe des soirées extraordinairement pénibles. Vous me demandez un truc très très difficile. Faites-le pour moi. On avait intime. Est-ce qu'au réveil, il est si beau que ça? Non. Bon, rien que le réveil. Et Marc est au réveil et comme tout le monde. Voilà. Il va aux toilettes comme tout le monde. Voilà. Si tu regardes l'émission. Merci. Vraiment, c'était le plus important. Je rappelle, Saïd Taghmaoui, qu'on vous retrouve dans quelques mois. Je crois que la sortie en France, c'est le 3 juin, dans Wonder Woman 1984. Et on viendra vous voir.